Bien, bonjour. Alors, je sais pas où je peux voir qui est déjà connecté. 4 personnes, donc je vous propose d'écrire dans le chat un message. En tout cas, bonjour. Bonjour à tous. Dans cette fenêtre, vous pouvez poser vos questions parce que malheureusement, je vous entends pas. J'espère que vous m'entendez. Donc, je vais commencer. J'ai voulu faire un effet suisse, c'est-à-dire commencer à l'heure précise. Je vois que j'avais 4 secondes de retard. Bonjour Lucia ou Lucia. Et bienvenue à tous sur ce webinaire concernant Skillspotting et notre levée de fonds sur Razors. L'idée, c'est de vous présenter plus en détail, et faire connaissance plus dans un sens, malheureusement pour l'instant, de vous présenter plus en détail Skillspotting, son activité, comment est-ce qu'on présente notre approche auprès des clients et comment se présente la plateforme. Donc, je vous propose une présentation unilatérale dans un premier temps, sachant que vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le fil de chat et j'y répondrai en live. Donc, je vais commencer par partager. Alors, peut-être pour commencer, je suis fondateur, on va dire cofondateur de Skillspotting avec plusieurs personnes qui sont toutes des personnes expérimentées dans le domaine des ressources humaines. Pour ma part, j'avais peu d'expérience dans ce domaine, si ce n'est que j'ai accompagné énormément de personnes dans des phases de transition de carrière. Donc, ces phases de transition de carrière m'ont permis de comprendre qu'on est tous très différents dans notre capacité à développer des compétences, à mettre en valeur nos savoir-faire et nos savoir-être. Et j'ai constaté beaucoup de frustration à la fois du côté des recruteurs et du côté des personnes. Et c'est l'idée d'avoir créé Skillspotting et cette technologie Skillspot pour favoriser la rencontre entre des compétences recherchées d'un côté et des compétences détenues par des personnes de l'autre. Donc, une sorte de système de rencontre basé sur des critères qui sont des critères reconnus aujourd'hui comme les critères de performance au poste. À savoir que pour plus de 80% des employeurs, les diplômes ne sont plus forcément un gage de performance. En revanche, les savoir-faire et les savoir-être le sont. Donc, ce qu'on a développé, c'est une application qui permet, alors plus qu'une application, on va vraiment parler d'une méthodologie, une application qui permet de cartographier les compétences. Donc là, vous devriez voir la présentation en plein écran. N'hésitez pas à m'en faire part si c'est pas ce que vous voyez. Donc, Skillspotting permet à la fois au talent et à l'entreprise de définir à la fois un besoin de compétences. Donc, l'entreprise, c'est la partie droite, va décliner ses fonctions, ses rôles, ses postes en jeu de compétences ou skill set en anglais. Alors que de leur côté, les personnes, qu'ils soient employés, qu'ils soient candidats, qu'ils soient indépendants, consultants, déclinent leur portefeuille de compétences. Tout ça dans un langage commun, et j'insiste, c'est vraiment quelque chose d'important pour un différenciateur fort par rapport à ce qui se fait, c'est que on a garanti la cohérence d'un référentiel de savoir-faire et on a rajouté toute une dimension liée au savoir-être. Ça, c'est connecté à un test psychométrique. Je vous en parlerai juste après. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'à la différence de tout ce qui se fait, Skillspot permet de se définir dans un référentiel qui a déjà été structuré. Parce que la grande difficulté pour la plupart des gens, et pour moi y compris, c'est vraiment d'arriver à verbaliser sa compétence. D'ailleurs, vous en rendez compte si vous avez déjà rempli votre profil sur LinkedIn ou d'autres plateformes. Au moment où il faut commencer à taper les mots-clés pour rentrer ses compétences, je dirais que les premières compétences, on les trouve assez rapidement. Gestion de projet, Microsoft Office, enfin des choses un petit peu triviales que pratiquement tout le monde a. Et dès qu'il faut rentrer dans les compétences plus spécifiques, alors là, ça devient compliqué pour ne pas dire impossible pour énormément de personnes. Donc, on a travaillé avec nos clients, avec nos partenaires sur ce référentiel de compétences et cette partie droite, donc les savoir-faire. Les savoir-faire sont définis avec nos partenaires. Donc, on a défini toute la partie des technologies de l'information avec Swisscom, par exemple. On a défini toute la partie industrie avec Carandache, avec Rolex, avec des spécialistes du monde de l'industrie. On a défini toute la partie finance-comptabilité avec le Comité international de la Croix-Rouge quand il a fallu mener des recrutements très ciblés sur des postes de directeurs financiers et ainsi de suite. Donc, c'est
pour ça que on parle plus volontiers de méthodologie Skillspot que simplement aujourd'hui d'un logiciel. Bien entendu, à terme, c'est le logiciel qui va vraiment porter la croissance. On va devenir vraiment un éditeur de logiciels, mais pour l'instant, on propose une solution de cartographie des compétences dédiée à plusieurs choses dans l'entreprise, vous allez le voir. Donc, si je veux basculer maintenant sur la partie, je vais aller directement sur l'application. Il faut pour ça que je revienne et que je partage un autre écran. Je vais aller partager. Allez, on y va. Je vais maintenant basculer sur... Alors, où il se trouve? Voilà, partager. Hop, on va venir là. Donc, vous devriez voir maintenant une fenêtre d'un navigateur avec un poste qui est en édition de ce fameux référentiel dont je viens de vous parler. Ce référentiel permet de définir, alors là on est dans le rôle d'un recruteur ou d'un manager dans une entreprise qui recherche un vendeur junior, un account manager junior. Et plutôt que de définir et de décrire quelque part comme quand on fait une annonce tout ce qui est attendu, on va simplement activer un certain nombre de compétences. Pas de compétences managériales, c'est un account manager junior. En revanche, connaissance des logiciels, la bureautique bien entendu, on va dire de manière autonome pour Excel, Outlook et Word. Il faudra qu'il fasse des présentations, mais pour l'instant, il peut être encore supervisé. Et ainsi de suite. On peut vraiment panacher commerce et conseil, on va aller activer account management. On va dire que cette personne va devoir développer un portefeuille de clients de manière autonome, de même que gérer des clients existants, planifier des ventes, faire des forecasts, réaliser des ventes jusqu'à 100K et sous supervision des ventes jusqu'à 500K. Là, on est vraiment dans un profil junior. Si je voulais encore rajouter certaines choses, peut-être en gestion administrative, j'irais rajouter encore certaines choses dans la planification ou éventuellement dans la gestion documentaire, mais c'est pas important parce que là on va vraiment se concentrer sur les compétences clés, sur les compétences qui vont amener la performance au poste. Et un account manager tel que je le définis là maintenant pour mon entreprise ne sera pas la même chose qu'un account manager pour une autre entreprise. Et c'est là où on voit la limitation de cette manière de recruter qu'on a jusqu'à maintenant, qui est attachée à des titres de fonction. Là, on est vraiment en train de définir un jeu de compétences attendues pour le poste. Ça, c'est pour la partie des compétences métiers ou des savoir-faire. L'étape suivante, quand on est en train de définir ce poste, on va se retrouver en train de définir les attentes en termes de comportement. Pour le account manager junior, pour mon entreprise, en fonction de ma culture d'entreprise et de mon style de management peut-être aussi, j'attends que la personne ait vraiment un contrôle de soi, une gestion du stress qui soit marquée. C'est-à-dire, marquée veut dire plus que la norme. Quand on est au milieu, on est dans la norme. Ça, c'est basé vraiment sur, de l'autre côté, du point de vue des gens qui s'inscrivent, des employés, des candidats, des freelancers, sur un test psychoprofessionnel qui s'appelle Profil Scan. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà différents tests. Ceux qui sont connus, on parle d'Insight, Performance, MBTI, Strong. Enfin, il y en a des centaines, et je dirais même des milliers. On a choisi un test qui avait une très forte validité scientifique. Donc, il faut savoir que Profil Scan, notre partenaire, c'est un test qui existe depuis plus de 10 ans, qui a été passé par plus de 800 000 personnes. Donc, il y a vraiment une validité scientifique avec ces 800 000 passations et qui rapporte des éléments qui sont vraiment des éléments pertinents par rapport à une posture professionnelle. Donc, on va retrouver ici le goût du risque. Pour mon account manager, le goût du risque, j'aimerais bien qu'il soit marqué. Vous voyez, vous avez une réserve de points là. Je vais pas pouvoir aller plus haut. La réserve de points est au maximum. Ça me force à faire des choix. Le choix, c'est le respect des normes. Le respect des normes, pour mon account manager junior, j'ai envie qu'il ouvre un peu des portes, ou voire même qu'il rentre par la fenêtre. C'est quelque chose que j'aimerais à la limite voir moins marqué que dans la norme. Et ça va me permettre de remonter peut-être l'enthousiasme, la combativité et le goût du risque, parce que je veux qu'il risque, je veux qu'il sorte vraiment d'une zone de confort. D'un autre côté, en autonomie affective, je veux quelqu'un qui soit plutôt convaincant, donc qui soit plutôt force d'influence. Sens du management, pas forcément nécessaire. Aptitude à l'échange, en revanche, assez marquée. Ouverture aussi, très marquée. Et là, je suis à nouveau dans ma réserve de points. Je peux pas aller plus haut. Je vais devoir faire des choix. Le choix, ça va être non, je vais pas négocier sur la rigueur de gestion. C'est important dans ma manière de fonctionner. En revanche, je peux peut-être baisser l'aptitude à l'échange un petit peu, puis aussi le sens du management. Donc, je définis de cette manière-là.
les attentes. Et on dit souvent que la difficulté pour n'importe quel manager ou recruteur, c'est d'aller chercher les attentes vraiment du poste. Et le RH, si c'est la personne responsable du recrutement qui utilise l'outil SkillSpot, a de cette manière un moyen d'aller discuter avec le manager, avec la ligne, et dire vraiment, mais qu'est-ce que tu attends pour ce poste? Quels sont vraiment les comportements que tu attends pour ton account manager junior? Donc, ça nous permet vraiment d'aller définir ces critères-là. Et l'étape suivante, et là, je vais revenir, alors, je vais y aller directement ici, comme ça je basculerai après dans l'application. L'étape suivante, c'est de visualiser sur cette carte un ensemble de personnes qui correspondent avec les critères que je viens de régler. En compétences, en formation et langue, ça c'est une étape avant, on donne juste le niveau de formation attendu et les langues parlées. Et je vois ici mes candidats et je vais pouvoir jouer avec certains critères, typiquement le taux d'activité. Si je le mets à 100%, j'ai perdu une personne ici. Alors, peut-être qu'à 80%, j'ai un profil plus intéressant. J'ai ici une personne qui est vraiment un cœur de cible. Je vais pouvoir définir mon taux de matching minimum. Là, j'ai du monde. J'ai une grappe ici de candidats. J'ai ici une personne intéressante avec un niveau de compétence vraiment attendu, un niveau d'instruction et de langue un peu supérieur. Je vais pouvoir encore zoomer et puis dire, je vais me concentrer sur cela. Je peux aussi regarder au niveau du salaire. Si j'augmente un peu le salaire, ça c'est l'échelle suisse, hein. Pas d'affolement. Si j'augmente un petit peu le salaire, je vais voir apparaître certaines personnes peut-être intéressantes. Donc, ça me permet vraiment de confronter mon besoin avec les compétences en présence, sachant que ces personnes qui apparaissent sur ma carte sont peut-être des employés, sont éventuellement des consultants externes avec qui j'ai déjà travaillé, sont des candidats qui ont envie d'apporter leurs compétences à mon entreprise. Et toutes ces personnes sont comparées selon la même méthode sur le même référentiel. Donc, je vais maintenant revenir sur une autre sur la présentation, Keynote, voilà. Je reviens là-dessus. Donc, on a entré en tant que candidat ou personne ses savoir-faire, on a passé un test psychométrique Profil Scan qui donne les 15 dimensions qui sont présentées ici. Du point de vue du manager ou du recruteur, des RH, on a défini les attentes du poste et les savoir-être attendus. Et l'étape d'après, c'est de pouvoir, comme je vous l'ai montré du point de vue du recruteur, visualiser autour d'un poste les candidats en meilleure adéquation et de visualiser pour un candidat ou pour un employé autour de sa personne les opportunités de son entreprise ou d'un écosystème d'entreprise ou d'une région. Donc, on est vraiment dans une approche de ce qu'on appelle benchmarking. Je n'arrive pas toujours à trouver la terminologie française qui répondrait à cette fonction. C'est de la comparaison en temps réel. Qui permet vraiment de visualiser les choses et de comprendre les enjeux. Et vous avez encore quelque chose qui apparaît ici du côté gauche, du côté du candidat, de la personne. C'est des offres de formation qui viennent se positionner entre la personne et les jobs. Et on ne voit en tant que personne que les opportunités de jobs qui nous correspondent. On ne voit pas celles qui sont trop loin et pour lesquelles on n'a quasiment aucune chance. Donc ça évite de perdre du temps et de se projeter dans des postes pour lesquels on a pratiquement aucune chance, ou en tout cas, ça va être très difficile. Et du point de vue du recruteur, on évite de devoir traiter tout un tas de demandes puisqu'on ne voit que les résultats pertinents de part et d'autre. Donc ça, c'est vraiment la valeur ajoutée, ce référentiel structuré, cette partie de compétences, de savoir-être qui viennent se conjuguer pour présenter des résultats visuels très simple à utiliser en termes de prise de décision, que ce soit pour un recruteur qui doit décider s'il va plutôt faire évoluer quelqu'un en interne ou recruter un candidat externe ou amener une personne dans une agence d'intérim, ou que ce soit pour le candidat qui décide, tiens, telle opportunité va me challenger un peu plus, je vais devoir développer beaucoup plus de compétences ou accéder à une autre formation, mais au moins j'ai les clés pour comprendre ce qui se passe dans mon environnement, dans mon marché du travail en tant que personne et dans mon environnement, dans mes talents en tant qu'entreprise. On a donc deux facettes avec SkillSpot. C'est SkillSpot développement qui s'adresse plutôt à l'entreprise, qui va faire évoluer, qui va cartographier ses talents et les faire évoluer, et SkillSpot acquisition qui s'adresse aussi à l'entreprise qui va recruter. Donc, il faut bien savoir que ces deux axes, le développement et l'acquisition, sont les deux axes principaux de ce qu'on appelle le management par les compétences. Il faut savoir que maintenant, les entreprises qui déploient ce management par les compétences ont des performances significativement plus élevées.
Donc il y a un intérêt plus que ça pour l'entreprise de commencer à cartographier sérieusement ses compétences internes. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a démarré l'activité chez Skillspotting. C'est en offrant cette technologie et notre méthodologie Skillspot pour la cartographie interne. Il se trouve que maintenant le marché commence à être prêt pour un recrutement, on va dire, alternatif, hein, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises sont encore un peu bloquées dans le système de je publie une annonce, je reçois des centaines de CV, je les trie comme je peux les trier. Mais ce système est devenu tellement, quelque part, demande tellement de temps et nous fait passer à côté de bons candidats et génère encore une fois tellement de frustration qu'on arrive à voir des entreprises maintenant qui veulent évoluer vers un nouveau mode. Alors, c'est pas du tout tout au tout. Hein. Je dis pas que les entreprises sont en train de passer de genre de mettre aux oubliettes le CV et l'annonce, mais on vient compléter ce processus-là. C'est-à-dire qu'on va demander aux candidats d'entrer dans un processus de recrutement, mais à un moment qui peut être amont ou aval, on va aussi offrir aux candidats la possibilité de venir benchmarker ses compétences. Et c'est ce qui se passe maintenant dans la plupart des entreprises qui adhèrent à notre approche Skillspot acquisition. Après, certaines entreprises veulent directement, pour des recrutements cibles, n'utiliser que Skillspot acquisition. Donc, on avance bien dans ces deux directions. Le développement permet, ça c'est un CV type Skillspot, je ne vous l'ai pas montré sur l'application, mais ça permet vraiment de comparer le profil de compétences d'une personne avec le profil de compétences recherché pour le poste, d'identifier les écarts et bien entendu d'amener les formations qui vont permettre de combler ces écarts. Donc là, on est vraiment dans un système, quand on est sur Skillspot développement, de cartographie des compétences internes. Pour ce qui est du développement, on a aussi, pourquoi est-ce que ça va être différent des systèmes existants? C'est que les systèmes existants, la plupart des SIRH qui permettent de récolter un certain nombre d'informations, sont des outils qui ont été développés pour les RH. Donc, un outil développé pour les RH n'est pas un outil développé pour un employé, pour un collaborateur, un candidat, un externe. Nous, on a vraiment réfléchi Skillspot du point de vue de la personne, du point de vue de l'individu qui va l'utiliser. Parce que si l'individu ne comprend pas le sens de ce qu'il est en train de faire, ce que ça lui apporte, alors il ne l'utilise pas. Et le gage du management par les compétences, c'est de maintenir les référentiels et les portefeuilles de compétences toujours à jour. Et en tant que personne, je vais maintenir mon référentiel à jour parce que je comprends pourquoi j'ai intérêt à le faire. Et l'intérêt, il est là. Il est de pouvoir visualiser des opportunités dans mon entreprise et de comprendre quelles sont les compétences que je vais avoir à renforcer pour me rapprocher de rôles qui sont prédéfinis par mon manager, qui viennent de différents scénarios si on se développe dans tel ou tel domaine, scénario quand on va réorganiser le service, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui sert au RH à planifier la gestion stratégique des ressources et qui sert aux individus, aux collaborateurs, aux candidats de se positionner dans ce système et de comprendre comment évoluer. J'ai pas accès au fil de chat, donc je vois pas si vous me posez des questions. Je vais juste faire un tour dessus. Point fort, alors par Jean-Claude, point fort, valeur ajoutée, différenciation de la solution, évolution prévue, court terme ou interne. Ok, je pense avoir répondu en partie au point fort, valeur ajoutée, différenciation de la solution. Évolution prévue, court terme, moyen terme de la solution. Au niveau de ce qu'on est en train de développer, c'est vraiment de travailler sur l'intégration avec justement les SIRH existants, typiquement SuccessFactors de SAP, avec Oracle, le système Oracle, avec Adequasys, avec Lumes, avec Sage, avec voilà, nous on retrouve sur notre marché pour l'instant plutôt des clients qui sont équipés SAP SuccessFactors. Donc c'est principalement là où on va aller. C'est vraiment intégrer notre système Skillspot qui sert à gérer vraiment la compétence. On peut rappeler ça un Skills Management System et l'intégrer avec des ERP et des SIRH, donc des systèmes d'information RH qui sont déjà en place dans l'entreprise. Ça, c'est un des développements. Et l'autre développement principal, qui est aussi, je dirais, vraiment dans la lignée du financement Raisers, c'est de développer la partie B2C, c'est-à-dire d'arriver à faire rentrer des individus, des personnes, des compétences en masse. Et pour ce faire, on a besoin vraiment de travailler l'ergonomie du côté du candidat, de travailler sur l'application mobile, sur la simplicité, de pouvoir aller récolter des informations de LinkedIn et d'autres plateformes pour vraiment faciliter l'inscription des candidats et les amener à bien se benchmarker en permanence et à utiliser Skillspot comme un outil de gestion de carrière et pas simplement comme un outil qui potentiellement permet de trouver un job. Donc voilà pour les évolutions.
Quelques retours clients concrets. On a le retour client je reviens là-dessus. On a le retour client d'accès personnel typiquement, qui est un de nos clients agences, qui lui a réussi à cartographier très rapidement plus de 4000 candidats. C'est vraiment devenu pour lui un outil marketing important, puisqu'il vient de gagner d'ailleurs un gros mandat chez un horloger très prestigieux, grâce au fait qu'il a SkillSpot comme technologie. Donc ça, c'est un des retours clients. Autre retour client, le CICR qui s'est exprimé vraiment, alors c'était vraiment limité le jeu, on a calmé un petit peu les ardeurs tellement il y avait vraiment du gain en temps. Donc le recrutement, on a permis vraiment d'accélérer le recrutement grâce à SkillSpot. C'était le recrutement de directeurs financiers. Donc gain en temps et aussi gain en termes de qualité d'information, de pertinence d'information dans le cadre des rencontres avec les candidats. Donc tout ce qui est récolté grâce à SkillSpot, vous vous rendez compte qu'à la différence d'un CV, on récolte tout le référentiel de compétences d'une personne, de ce qu'elle sait faire et à quel niveau elle sait le faire. On récolte ses préférences comportementales, on récolte ses attentes en termes de type de contrat, en termes de mobilité, un ensemble d'informations qui font que quand on a la personne en face, on a énormément d'éléments sur lesquels échanger. Et la richesse dans l'entretien s'en est trouvée décuplée par rapport à une richesse d'entretien basée simplement sur du CV. Donc ça, c'est un autre retour client. Troisième retour client, c'est une grande marque horlogère aussi qu'on ne peut pas citer, qui elle, alors nous a félicité au niveau vraiment de la direction de la marque en disant, ça faisait 3 ans qu'on essayait de déployer le management par les compétences et grâce à l'équipe de SkillSpotting, on a réussi à le faire. Donc voilà. Faible barrière à l'entrée dans une des présentations, est de nature à persister. La barrière à l'entrée, en gros, aujourd'hui, on peut acheter tout un tas de technologies pour faire du job matching. Il y a des systèmes tiers qui permettent de faire du job matching. Mais notre différenciateur, je le rappelle, c'est vraiment d'avoir ce référentiel structuré. Donc, quand on a ce référentiel structuré, déjà, on n'est pas 50 à avoir des référentiels structurés. On peut en acheter, mais ils sont morts. C'est-à-dire que quand on les achète, de toute façon, ils sont déjà obsolètes. Nous, on a le seul référentiel structuré qui évolue avec nos clients, avec les besoins des clients, avec les besoins d'évolution du marché, avec les nouvelles compétences qui émergent. Donc, on est garant de ce référentiel, ce qui fait que quand on est rentré dans une logique et une démarche SkillSpot, c'est difficile de passer à autre chose. Donc ça, c'est notre unfair advantage, comme on l'appelle. C'est qu'on a quand même cette possibilité de pouvoir garder nos clients une fois qu'ils sont rentrés dans cette démarche, parce qu'on peut très bien leur fournir, et d'ailleurs on le fait s'ils nous le demandent, leur fournir l'ensemble de la base de données, mais ils vont se retrouver avec des millions et des millions de données. Je ne sais pas vraiment comment ils vont les traiter, alors que nous, on a le moteur pour les traiter, à savoir cette technologie qui calcule le matching. Alors, le business model, je vais même vous montrer quelque chose. Il va être assez simple. Le business model, il est là. Voilà. C'est tout simple. On vend à l'entreprise un abonnement à la technologie. Donc, l'entreprise s'abonne à la technologie SkillSpot. C'est un abonnement mensuel. Si on prend la partie SkillSpot développement, donc gestion des talents, une entreprise, mettons, de 1000 collaborateurs, veut utiliser SkillSpot. Elle a 2 modèles pour l'utiliser. Le mode SaaS, donc mutualisé, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de notion de logo, de couleur. J'utilise la technologie skillspot.me, je gère mes collaborateurs, mais c'est pas mon application. Et puis le mode SaaS privé, c'est vraiment mon serveur, mon application, ma base de données que je veux pour interconnecter, mais on est dans vraiment quelque chose de beaucoup plus privé. Donc la plupart des entreprises vont favoriser, en tout cas les entreprises qu'on vise, vont favoriser le mode SaaS privé. À vrai dire, on n'a pratiquement que du mode SaaS privé actuellement. Donc 1100 € pour l'utilisation, l'abonnement par mois, plus les 1000 profils, 1200 €. Donc pour 2300 € par mois, je gère 1000 collaborateurs, 1000 profils. Donc on est à 3 francs, 3 € par collaborateur par mois. Donc pour 3 € par collaborateur par mois, je gère l'ensemble des compétences de mes collaborateurs, je leur offre la possibilité de comprendre les enjeux de ma stratégie RH
Et de cette manière-là, je vais pouvoir travailler sur des plans de mobilité pragmatiques, mettre en place des formations qui portent vraiment mon business, voir quelles sont les personnes qui vont partir à la retraite, avec quelles compétences est-ce qu'elles partent, qui dans l'entreprise peut transmettre ses compétences, quels sont les mentors. Enfin, on peut répondre à énormément de problématiques et de questions RH en matière de management par les compétences. Donc ça, pour 3,30 € par collaborateur par mois, c'est récurrent, on engage l'entreprise généralement sur des durées. Avec du SaaS privé, on engage au minimum sur une année. L'idée est de travailler même sur 3 ans, mais on va gentiment arriver à ce genre d'engagement. Donc voilà, le modèle, c'est de faire payer l'entreprise qui s'abonne au service applicatif un montant par mois en fonction de son engagement. Et puis le benchmarking externe, si l'entreprise ne veut faire que du recrutement, là c'est pareil, elle peut opter pour un mode SaaS privé et dire je veux mon serveur Skillspot pour recruter, ça va me coûter 900 € par mois et je vais rajouter 50 € par slot de benchmarking. Donc si je veux recruter sur 5 postes en parallèle, ça va me coûter 900 € plus 5 fois 50, 250 €. Donc pour 1150 €, je recrute sur mes 5 postes en parallèle par mois. Donc voilà pour le modèle de vente directement de l'abonnement à l'application Skillspot aux entreprises. Ça, c'est le premier business model. Derrière ça, il y a toute une stratégie qui se met en place en termes de gestion de la data et valorisation de cette data auprès des entreprises. C'est que progressivement, on détient de la donnée stratégique et cette donnée stratégique, on la met en forme pour vendre des rapports spécialisés aux entreprises. On dit voilà, on peut vous fournir des rapports sur les compétences qui risquent de se raréfier dans votre entreprise, sur les compétences qui sont présentes dans le marché local. Il y a tout un tas de rapports qu'on va pouvoir mettre en place. Donc ça, c'est une deuxième facette de notre business model, c'est valoriser la data qu'on est en train de récolter. Et puis, il y a une troisième petite facette, on va dire, du business model, c'est la partie qui s'adresse, elle, aux candidats ou aux collaborateurs. C'est qu'un collaborateur ou un candidat qui s'est inscrit va pouvoir quelque part demander, solliciter des services de nos experts, de notre réseau d'experts, les Skillspotters, pour en savoir plus sur son profil psychoprofessionnel ProfiScan, pour se positionner sur son marché. Et là, on est dans une offre qui va être, elle, qui va amener, on va dire, du business aux Skillspotters, mais les Skillspotters sont aussi notre réseau de distribution. Donc, c'est important que ils gagnent du business grâce à Skillspot et qu'ils, de cette manière-là, fassent rentrer la technologie Skillspot dans leurs clients entreprises. Comment expliquer le revenu exponentiel en 2022? Les sources de revenus actuels ne seront pas les mêmes en 2022. Justement, dans le revenu exponentiel 2022, je vais basculer sur une autre. Je vais prendre un autre écran. Je vais revenir là. Voilà. Je vais venir là. Ici. Donc, vous voyez qu'il y a une partie, je regarde juste si vous voyez bien ça. Voilà. Donc, on voit qu'en 2022, on a une partie qui commence à s'affirmer en termes de big data, qui est pas encore énorme, mais qui est quand même là. C'est clair que le gros du revenu, il est au niveau des abonnements applicatifs. Un client B2B, je rebondis sur la question de Jean-Claude. Un client B2B, nos gros clients actuels en Suisse, c'est Accès Personnel, c'est cette marque horlogère. C'est des clients comme justement le CICR, c'est des clients comme ISO. Donc c'est des organisations internationales, des industries, des sociétés de services, notamment de placement de personnel. Et organisation en général. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas à 2017, c'est 6 clients. On n'est pas sur énormément de clients en termes applicatifs, mais on a des projets là sur 2018 qui sont en train de se valider. Par exemple, on a un pilote qui démarre avec le groupe Randstad en France. On monte demain pour démarrer le pilote. Donc voilà, c'est quand même le groupe Randstad qui s'intéresse à notre technologie de près. On a déjà eu plusieurs rendez-vous avec eux. Donc voilà le type de client. Nos clients type, ça va être l'agence d'intérim, l'agence de placement fixe ou temporaire, les sociétés de type entreprise, industrie.
parce que là, il y a vraiment de la compétence à qualifier, notamment dans l'industrie du métal, mais on peut trouver aussi d'autres types d'industries telles que la pharma. On a un hôpital qui utilise aussi notre technologie pour gérer tous ces recrutements et créer un vivier de talents. Ça, c'est un hôpital lausannois, et puis on est en train de travailler aussi avec un groupe médical. Donc ça, c'est pour nos gros clients. Objectif à l'international, c'est vraiment déployer sur la France, sur l'Allemagne. En Suisse, on a cette particularité d'avoir 3 langues, voire 4, mais on va rester sur les 3 principales. Donc on doit vraiment là maintenant entrer sur le marché suisse, alémanique et allemand, et pour ça on travaille, puisqu'on travaille avec des partenaires. Notre partenaire en Allemagne, c'est par exemple le groupe Protema, qui est une association, un groupe de 80 consultants, mais qui sont vraiment des consultants de très très haut niveau, qui agissent au niveau des conseils d'administration, vraiment au niveau de la direction générale de gros groupes industriels allemands, et c'est nos partenaires allemands avec qui on est en train de finaliser la traduction pour aussi aller sur le marché suisse alémanique. En France, on a déjà quelques contacts, on a une agence d'intérim, une des grosses agences d'intérim, Chrono Intérim, qui travaille avec nous. On a le groupe Castorama avec qui on a développé un premier pilote pour le développement des compétences des vendeurs. Donc on est déjà quand même, je dirais, connecté avec le marché français, mais ça fait partie de nos objectifs de développement international 2018. Et 2019, on va se concentrer sur l'Europe du Nord, parce qu'il y a une forte adéquation en termes de valeur et de technologie, de matching compétences avec les pays du Nord, pour être aussi prêt à affronter le marché UK, qui lui est un marché très aiguisé en ce qui concerne les technologies RH. Donc l'activité commerciale sur le Q1 2018 se présente bien, justement avec ce projet Randstad, avec un projet c'est un programme d'accompagnement avec l'assistance sociale ici à Genève, où on a un programme qui permet d'accompagner des personnes vers le marché de l'emploi en utilisant justement la technologie et l'approche Skillspot. Donc ça, c'est aussi un gros client, c'est un programme qui rapporte 100 000 francs par année. C'est récurrent, c'est la deuxième année où on le fait, et je pense que ça va même augmenter en termes de volume. Et les projets tels que Randstad, tels que le CIO, on a des offres ouvertes là et qui sont vraiment bien avancées avec le comité international olympique. On a des offres encore avec ISO, avec le CICR, on continue, avec la chaîne du bonheur, avec toutes ces organisations. Et au niveau de l'industrie horlogère, on a aussi 2 prospects qui vont vraisemblablement rentrer dans le giron Skillspot d'ici la fin de l'année. Donc non, assez confiant sur le premier quarter 2018, tout en sachant que janvier était un mois un petit peu compliqué, parce que là on avait comme beaucoup un trou de trésorerie prévu qu'on a réussi à combler avec les moyens du bord. Donc voilà, ça commence bien, ça s'annonce très bien même. Donc voilà, on est confiant pour en tout cas les 3 premiers quarters, et puis quand on voit ce qui est en train de se passer en termes de rendez-vous, là on cumule des rendez-vous qui vont nous amener encore passablement d'offres et donc de projets. Alors dans le récurrent, pour nous, un client, normalement, on a un taux d'attraction qu'on imagine de l'ordre de 10%. C'est normal, de toute façon, les gens migrent à un moment ou à un autre. Mais comme je l'ai dit avant, c'est difficile de mettre le doigt dans la technologie Skillspot et d'en sortir, parce qu'une fois qu'on a toutes ces données, il n'y a pas 50 solutions pour les traiter. La solution, en gros, c'est de conserver l'abonnement Skillspot qui, au final, s'avère pas forcément très coûteux par rapport au coût d'autres systèmes qui ne permettent pas de faire autant. Donc, à part du récurrent, pour l'instant, on a beaucoup de services qui sont dans le chiffre d'affaires. Vous voyez que les services Skillspot, pour l'instant, c'est quand même un genre partie de notre revenu en 2017. On vise un équilibre en 2018. Cet équilibre permettra vraiment de faire passer la barre de l'autre côté, et c'est aussi le but de la levée, c'est vraiment de booster la partie B2C, de booster la partie développement pour se profiler de plus en plus comme éditeur de la solution Skillspot, et de confier les services à valeur ajoutée à nos Skillspotters, donc à nos distributeurs, nos revendeurs. Vos investissements personnels.
Attendez, sur les 3 prochaines années. Nos investissements en personnel, vous entendez quoi? Les investissements dans le personnel ici, dans les employés? Ils sont ici. Hein. Donc sur ce tableau, je crois que je partage toujours ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous voyez? Oui, voilà, c'est juste. Donc en termes de personnel sur les années à venir, on met l'accent là-dessus, hein, sur la partie développement software et infrastructure. On doit engager cette année 2 personnes. Ça, c'est ce qu'on a la situation à fin 2018. On devrait avoir 2 personnes qui sont vraiment développeurs plein temps, sachant que nos développements sont normalement effectués à l'extérieur. C'est les développements SkillSpot externes, hein, qui sont ici par la société Tegona. Donc, il y a les développements externes qui, eux, vont aller en diminuant. Et la contrepartie, c'est qu'on va, nous, intégrer les développeurs en interne. Donc 2 développeurs en 2018, 7 en 2019, ça c'est pour vraiment la partie techno, 12 en 2020, 20 développeurs en 2021 et 26 développeurs en 2022. Et puis la partie vraiment business avec 3 en 2018. Donc c'est vraiment la partie typiquement sales, management et RH, programme et méthode. Donc Nicolas, moi-même et Céline. Avec aussi là-dedans du part-time, donc du temps partiel de Rémi et d'autres personnes qui nous accompagnent depuis pas mal de temps. 4 en 2019, là on rentre avec une stratégie vraiment marketing encore plus appuyée, donc il nous faudrait quelqu'un pour vraiment la partie RP, com, j'entends vraiment la partie stratégique. 6 personnes en 2020 sur le business dev, là c'est vraiment pour prendre la direction des pays dans lesquels on est présent. Il faudrait une représentation locale, donc elle vient là dans ces années 2019-2020, sachant qu'en 2018, ce qu'on va faire en France et en Allemagne, on va gérer principalement par nos partenaires. La partie RH, finance et compta, voilà, il va falloir ça, des choses simples. Et puis voilà, globalement, comment on va développer l'activité. Donc, comment les financer? Notamment par la partie investissement, hein, qui va nous permettre de faire face à 2018 à l'engagement des 2 développeurs et à toute la partie aussi qui va devoir gérer la partie back-office et l'investissement dans le développement ici, hein, plus les frais marketing. Investissement self-funding depuis le début, oui, la création d'entreprise, c'est vraiment un regroupement de personnes qui croient en le développement d'une nouvelle approche du recrutement, en quelque chose de plus équitable dans la manière de traiter l'adéquation des candidatures plutôt que de la lecture de mots-clés et de l'analyse de CV. Donc, toutes ces personnes sont rentrées en tant que partenaires et actionnaires. Donc, on a commencé l'aventure à 6 associés, puis 2 mois après, on était 7, et puis 2 mois plus tard, on était 8, et ainsi de suite, puisqu'à chaque fois, les associés qui entraient achetaient une partie des parts de l'entreprise et donc capitalisaient cette entreprise. Donc les financements, on a financé jusqu'ici, les associés ont financé jusqu'ici l'équivalent de 250, 300 000 francs suisses en fonds propres pour pouvoir vraiment avancer sur ces 2 premières années. La société existe depuis octobre 2014. Donc, on a fait un premier exercice 2014-2015 qui était très compliqué parce qu'il a fallu mettre en place tout un tas de choses, investir déjà dans la technologie pour la rendre, on va dire, achetable, hein, et sortir du mode prototype qui fonctionne à quelque chose de déjà un peu plus industrialisé. Donc, il y a eu un investissement assez conséquent des associés sur les 3 premières années. Et maintenant, il y a une partie qui est financée par nos clients, puisque on réalise quand même près d'un demi-million de chiffre d'affaires cette année, et qu'on a l'intention de le doubler en tout cas l'année prochaine, pour autant qu'on arrive à avoir ce financement, mais ce qui est chose déjà acquise, puisqu'on a passé les 75-75% sur Razors. Donc ça, c'est très bien. Et si on n'a même pas les 100%, on a maintenant des possibilités d'avoir un levier bancaire si nécessaire. Donc voilà, on est plus voilà. Si je devais la promouvoir à
titre de, alors la solution à titre de synthèse, Skillspot, c'est ce qui va vraiment permettre à l'entreprise de passer le cap de cette nouvelle donne du marché de l'emploi. La planification stratégique des ressources et donc des compétences, ça devient le nerf de la guerre, c'est névralgique, c'est tout autant névralgique que la planification financière. On ne peut pas imaginer une entreprise sans gérer la partie financière, on ne peut plus imaginer aujourd'hui une entreprise sans gérer la planification stratégique des compétences. On a donc développé une application, une approche qui permet de le faire, c'est dans l'air du temps, c'est dans les besoins. Et on est pour l'instant les seuls à se concentrer uniquement sur la compétence et sur la cartographie des compétences. Donc on s'adresse pas à tout le monde, on s'adresse aux personnes qui sont prêtes à relever ce défi, on s'adresse aux RH qui savent qu'ils doivent jouer un rôle stratégique. Et de cette manière-là, on est quand même assez unique sur le marché encore. La fenêtre est en train de s'ouvrir. La gouvernance d'entreprise, administrateur extérieur. Alors, on est pour l'instant 3 membres du conseil d'administration. Rémi Sigrist, qui lui a une longue expérience dans le domaine de la formation, de l'outplacement, du management de grands groupes internationaux. Jean-Marc Rossi, directeur commercial de Manpower Suisse, et moi-même. La gouvernance, ma foi, s'effectue comme jusqu'ici en mode start-up, et maintenant on aimerait vraiment mettre en place quelque chose d'encore plus appuyé, c'est-à-dire que il nous manque au niveau du conseil d'administration, je dirais des compétences en termes typiquement de juridique. Ce serait bien d'avoir une personne vraiment calée dans tout ce qui est aspect juridique, droit des contrats, droit commercial, droit de licence software et compagnie. Il nous manquerait aussi quelqu'un qui soit spécialisé dans le développement business et l'internationalisation de la vente de logiciels et de solutions SaaS, et peut-être quelqu'un qui a un background très technique sur la notion d'infrastructure, de gestion de cloud. Voilà pour les 3 aspects. C'est vrai que la partie business development, elle est couverte par l'équipe actuelle. La partie IT techno est pour l'instant couverte un petit peu que par moi et mes responsables du développement et chefs de projet chez Tegona. Donc là, j'aimerais bien avoir une ressource en plus en termes de gouvernance. Et la partie juridique qui va devenir de plus en plus cruciale, notamment avec l'entrée en vigueur de la GDPR. Là, on est bien préparé par rapport à ça parce qu'on a des partenaires extérieurs qui nous aident, qui sont notamment spécialisés dans cette question de GDPR et de validation et de valorisation de la donnée. Donc voilà pour l'administration, ce qu'elle peut être. Comité stratégique, pourquoi pas. J'ai essayé déjà il y a 1 an de commencer à réfléchir à un advisory board. C'est une idée, c'est même pour moi je pense une très bonne idée. J'ai pas encore pris vraiment plus de temps que ça pour me concentrer là-dessus. Nos concurrents les plus aguerris, Jean-Claude, sont des startups de moins de 5 ans d'existence. Donc, si on veut vraiment parler de concurrence, de gens qui font exactement la même chose, des gens on n'en a pas vraiment identifié qui font exactement la même chose, de gens qui s'en rapprochent, c'est des startups telles que Clustery par exemple, de plus en plus connus, ont commencé 2 ans avant nous. Skillview, qu'est-ce qu'on trouve encore dans ces... Il y a 3-4 startups qui font quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait, mais qui sont eux principalement orientés recrutement, alors que nous on a vraiment cette double possibilité de faire à la fois du B2B et donc de la gestion des talents et de vendre aux entreprises, et de faire du B2C, de s'adresser aux individus et de leur proposer des solutions quant à leur mobilité sur le marché. Et puis à côté de ça, on a ce qu'on appelle nous plutôt des solutions qui sont complémentaires ou qu'on viendrait compléter. Et c'est intéressant dans l'optique d'un futur rachat, parce que c'est quand même l'option de sortie. Rachat par, je l'ai cité avant, SuccessFactors et SAP sont typiquement des entreprises qui seraient intéressantes en termes de racheteurs, puisque on a développé une technologie qui viendrait compléter la leur. Et on a déjà d'ailleurs discuté avec les gens de SuccessFactors ou d'Oracle, qui sont potentiellement aussi intéressants. On trouve aussi là-dedans Microsoft et LinkedIn. On trouve des grandes sociétés de placement. J'ai parlé avant de Randstad, mais c'est pas impossible que des groupes spécialisés dans le placement de personnel ne décident pas d'investir et même de racheter des technologies dédiées au placement de personnel et à la mobilité. Donc voilà.
concurrents, je dirais, je vois plutôt moi vraiment des compléments parce qu'on est dans un marché qui est en train de s'ouvrir. Il y a encore très peu d'entreprises qui gèrent la compétence de manière aussi fine. Aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de solution pour le faire, si ce n'est la traditionnelle feuille Excel. Et là, on se rend très vite compte de la limitation de présente Excel pour gérer un référentiel de compétences sur toute une entreprise. Voilà, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Si vous voulez en profiter, alors maintenant, peut-être que. Alors merci Jean-Claude, Geoffroy pour votre pour vos différentes questions. Si d'autres parmi vous ont envie besoin de savoir davantage, n'hésitez pas à me poser vos questions. On a vraiment pour but de devenir un acteur incontournable de la gestion de la big data RH centrée sur les compétences. Il nous faudra pour ça, en tout cas, encore 3 ans, bien qu'aujourd'hui, on arrive déjà à dire sur un marché quelles sont les compétences qui se raréfient, notamment dans le domaine horloger en Suisse romande. On sait dire quelles sont les compétences qui sont présentes avec plus de 8000 personnes, et sur ces 8000 personnes inscrites, ça représente quand même pratiquement une centaine de milliers de compétences techniques et quelques milliers de compétences comportementales. Donc énormément de données qu'on va pouvoir commencer à traiter pour être positionné, parce qu'on est les pionniers dans ce domaine, comme spécialistes de la gestion de la compétence RH. Et non, on n'a pas encore été approché pour un rachat, mais on nous a soufflé à l'oreille qu'on veillait sur nous. C'est typiquement le product manager de SuccessFactors, Thomas Hutter, qui, lors d'un dîner qu'on a eu il y a 1 an, nous a dit voilà, on va pas aller là-dessus, c'est pas dans notre roadmap de faire ce que vous faites, donc c'est très bien. En revanche, ce sera intéressant de voir comment votre technologie peut venir compléter la nôtre quand vous aurez suffisamment de data à présenter. Donc voilà, on n'a pas encore été officiellement approché pour un rachat, mais on imagine bien quelles peuvent être les sociétés qui seraient intéressées à nous racheter. Voilà. Merci à vous. Vous n'hésitez pas à poser des questions via Razors ou à m'écrire directement si vous avez d'autres questions. Je regrette de ne pas avoir pu vous voir et puis vous entendre, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Donc je vais vous demander peut-être si quelqu'un a encore une question de la poser dans le fil de chat. Et si c'est pas le cas, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous retrouver peut-être prochainement sur Razors et pourquoi pas parmi nos investisseurs pour avancer dans cette nouvelle manière de gérer la problématique de l'emploi. C'est tout bon? Merci à vous. Très bonne soirée. À bientôt.